Un millionnaire a décidé de suivre une jeune fille pauvre qui marchait dans le cimetière. En s'approchant, il s'est évanoui en voyant ce qu'elle faisait sur la tombe de sa défunte épouse. François Duret marchait lentement à travers le cimetière de Montmartre, là où reposait sa femme Camille. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes dorées et rosées, tandis que le silence du lieu n'était troublé que par le bruissement des feuilles sous la brise légère. Il venait ici chaque semaine, toujours à la même heure, apportant des fleurs fraîches et passant de longs instants devant la tombe. Ce n'était pas seulement un rituel de deuil, mais une tentative désespérée de combler le vide laissé par la femme qu'il avait aimée plus que tout. Ce soir-là, pourtant, quelque chose d'inhabituel attira son attention. À l'autre bout du cimetière, parmi les vieilles pierres tombales et les ombres grandissantes, une silhouette frêle se déplaçait avec précaution. C'était une enfant, petite, aux cheveux foncés et ébouriffés, vêtue de vêtements usés et trop grands pour son corps maigre. Elle portait un sac de toile défraîchi, serré contre sa poitrine, et regardait autour d'elle comme si elle craignait d'être vue. François fronça les sourcils. Il était rare de voir des enfants ici, surtout seuls, et à cette heure tardive. Il l'observa alors qu'elle avançait entre les tombes, ses pas prudents et rapides, comme si elle suivait un chemin familier. Puis, à sa grande surprise, elle s'arrêta juste devant la tombe de Camille. Le cœur de François s'accéléra. Qui était cet enfant? Que faisait-elle là? Il se dissimula derrière un monument proche, sans trop savoir pourquoi. Peut-être par simple curiosité, peut-être poussé par un instinct inexplicable qui lui ordonnait de ne pas encore se montrer. La fillette s'agenouilla devant la tombe et ouvrit son sac. Avec des gestes délicats, elle en sortit quelque chose et le déposa sur la pierre. François plissa les yeux, tentant de mieux voir. Elle parlait tout bas, comme si elle murmurait pour elle-même ou pour Camille. Un frisson parcourut son dos. Il fit un pas en avant, hésitant, mais la fillette semblait totalement absorbée dans son rituel. Son petit corps recroquevillé dégageait une étrange intensité, une tristesse silencieuse que François ne comprenait pas. Le vent souffla plus fort, agitant les branches des arbres et répandant une odeur de terre humide et de fleurs fanées. Un malaise s'empara de lui. Qui était cet enfant et pourquoi semblait-elle si familière avec la tombe de Camille? Le besoin de réponse l'emporta sur son trouble. Bougeant avec précaution, il se rapprocha lentement, bien décidé, à percer ce mystère qui, sans qu'il le sache encore, allait bouleverser sa vie à jamais. François retint son souffle en voyant la petite fille déposer soigneusement quelque chose sur la tombe de Camille. Son regard se fixa sur ses mains, fines et tremblantes, qui semblaient exécuter un rituel précis et délicat. Il fit un pas de plus, se cachant derrière une autre pierre tombale pour mieux observer. La fillette sortit de son sac un petit paquet enveloppé dans un tissu usé. Avec précaution, elle le posa sur la tombe et l'ouvrit lentement. François plissa les yeux. À l'intérieur se trouvaient des fleurs modestes, des pâquerettes, des violettes et quelques roses fanées. Mais ce ne furent pas les fleurs qui l'intriguèrent le plus. Juste à côté, elle plaça soigneusement une petite feuille de papier, qu'elle lissa du bout des doigts avant de la poser sur la pierre funéraire. Il sentit son cœur battre plus fort. Une lettre? Qui était cet enfant? Et pourquoi écrivait-elle? À Camille, une femme qu'elle ne pouvait pas connaître? La fillette, absorbée dans son geste, joignit les mains et ferma les yeux. Elle murmurait quelque chose, une prière ou un message adressé à l'invisible. François perçut son souffle saccadé, la façon dont ses épaules frémissaient légèrement, comme si elle luttait contre une émotion trop forte pour être contenue. Un étrange sentiment s'insinua en lui, un mélange de curiosité et d'angoisse. Ce cimetière n'était pas un endroit pour une enfant, encore moins seule et à cette heure tardive. Et pourtant, elle semblait si à l'aise, comme si elle revenait ici depuis longtemps. Il se décida alors à s'approcher un peu plus. Mais à cet instant précis, la fillette leva la tête brusquement. François se figea, retenant son souffle. Ses grands yeux clairs balayèrent l'endroit avec inquiétude, cherchant peut-être une présence cachée. Avait-elle entendu son pas hésitant sur les graviers? Elle resta immobile quelques secondes, tendue comme un animal sauvage, prêt à fuir. Puis, après une profonde inspiration, elle baissa à nouveau les yeux vers la tombe et reprit son geste, avec une douceur infinie. François sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il devait comprendre ce qui se passait. Il fit un autre pas en avant, sans quitter la fillette des yeux. Mais alors qu'il avançait, un vertige violent s'empara de lui.
tout devint flou. Sa vision se brouilla, son cœur sembla rater un battement. Une pression invisible lui serra la poitrine et il sentit le sol tanguer sous ses pieds. L'image de la fillette se dédoubla devant lui, ses contours devenant indistincts. Il voulut faire un autre pas, parler, demander qui elle était, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Puis, soudain, le monde bascula. Un voile noir tomba sur lui et il s'écroula lourdement sur le sol du cimetière. Un froid mordant l'enveloppa lorsqu'il reprit conscience. Une sensation désagréable de pierre dure et de terre humide sous son dos lui fit comprendre qu'il était toujours au cimetière. Il ouvrit les yeux avec difficulté, sa tête bourdonnant encore sous l'effet du malaise. Le ciel au-dessus de lui était désormais plus sombre, teinté de nuances bleues. Nuit. Le vent s'était levé, sifflant entre les tombes, et l'odeur de mousse et d'humus emplissait l'air. Il entendit un souffle précipité, des pas légers autour de lui. Puis, une voix tremblante. « Monsieur, vous allez bien ?» François tourna la tête et vit la fillette penchée sur lui, son visage à peine éclairé par les dernières lueurs du jour. Ses grands yeux clairs reflétaient une inquiétude sincère. Elle semblait hésitante, comme si elle ne savait pas quoi faire. Il cligna des yeux, encore désorienté. Un instant, il avait cru voir Camille. Il se redressa lentement, une douleur sourde lui vrillant le crâne. La fillette recula légèrement, lui laissant l'espace nécessaire pour se remettre. Il observa son visage avec plus d'attention, des traits fins, un regard perçant, une fragilité évidente dissimulée sous une apparente résilience. « Qui es-tu » murmura-t-il d'une voix rauque. Elle baissa la tête, mal à l'aise. Ses mains s'agrippaient nerveusement à son sac en toile. « Élodie » dit-elle enfin. François sentit un frisson parcourir son échine, un prénom qu'il n'avait jamais entendu. Une enfant sortie de nulle part, agenouillée sur la tombe de Camille. Il jeta un regard vers la pierre tombale. Les fleurs fanées et le petit morceau de papier qu'elle avait laissé y étaient toujours posés. D'un geste lent, il tendit la main et prit la lettre. Élodie sursauta légèrement, mais ne tenta pas de l'en empêcher. Ses doigts tremblèrent en dépliant le papier. L'écriture était enfantine, légèrement irrégulière, mais lisible. Il lut à voix basse. « Madame Camille, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Vous avez aidé ma maman et grâce à vous, nous avons eu de l'espoir. Je voulais vous dire merci. J'espère que vous êtes heureuse là où vous êtes. » Un silence lourd s'installa. François sentit son cœur se serrer. Ses yeux parcoururent les mots encore et encore, cherchant un sens caché, une explication logique à ce qu'il venait de lire. Camille avait aidé cet enfant. Il releva les yeux vers Élodie. « Comment connaissais-tu ma femme ?» La fillette secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vue, murmura-t-elle. Le choc le frappa de plein fouet. « Alors, pourquoi écris-tu pour elle ?» Elle hésita, baissant à nouveau les yeux vers le sol. Puis, après un silence pesant, elle souffla. « Parce qu'elle nous a sauvés, ma maman et moi, François. » Sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Que voulait-elle dire? Camille était morte depuis des années. Comment aurait-elle pu aider cet enfant et sa mère? Il regarda à nouveau la lettre, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Il n'avait encore aucune réponse. Mais une chose était certaine, il devait comprendre. François n'arrivait pas à détacher son regard de la fillette. Chaque mot qu'elle venait de prononcer résonnait en lui avec une intensité inexplicable. « Ta maman et toi, Camille vous a sauvé. Comment ?» Élodie hésita, triturant nerveusement le tissu de son sac. Son regard fuyait le sien, comme si elle craignait de trop en dire. « C'est compliqué, » murmura-t-elle. François inspira profondément, tentant de contenir l'impatience et le tumulte d'émotions qui le submergeaient. « Explique-moi, » insista-t-il d'une voix plus douce. « Je veux comprendre. » Elle releva les yeux vers lui, cherchant sans doute à deviner s'il était digne de confiance. Puis, après un long silence, elle se décida enfin. « Il y a longtemps, ma maman et moi, on vivait dans un tout petit appartement, dans un quartier où les gens avaient du mal à s'en sortir. Elle faisait de son mieux, mais elle était souvent malade et elle ne pouvait pas toujours travailler. Moi, j'étais encore petite. On manquait de tout. » Sa voix se brisa légèrement et elle détourna le regard. Un jour, maman a reçu une lettre. Pas comme les autres. C'était une lettre qui disait que quelqu'un voulait nous aider. Dedans, il y avait aussi un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez pour qu'elle puisse acheter des médicaments et de quoi manger.
François sentit un frisson parcourir son dos. Une lettre anonyme. Élodie hocha la tête. Oui. Elle ne savait pas qui l'avait envoyée, mais chaque mois, elle recevait une nouvelle lettre, avec toujours un mot gentil et un peu d'argent. Maman pleurait à chaque fois. Elle disait que c'était un miracle. Un nœud se forma dans la gorge de François. Il ne comprenait pas encore tout, mais quelque chose au fond de lui soufflait déjà la vérité. Et puis, un jour, ça s'est arrêté, continua Élodie dans un murmure. Maman n'a plus jamais reçu de lettre. Elle a attendu longtemps. Elle pensait que la personne qui nous aidait nous avait oubliés. Et puis, elle est tombée encore plus malade. François sentait sa respiration se faire plus courte. Son cœur battait fort, douloureusement. « Et ta maman, qu'est-il arrivé ?» Elle baissa la tête, serrant les poings. Elle est partie. Un silence glacé s'abattit sur eux. Élodie inspira profondément, essayant de contenir l'émotion qui menaçait de la submerger. Après ça, j'ai cherché à comprendre. Je voulais savoir qui nous avait aidés. Maman parlait parfois d'une dame au grand cœur. Elle disait que c'était une personne merveilleuse, même si elle ne savait pas qui elle était. Elle marqua une pause, son regard devenant plus intense. Un jour, j'ai trouvé une vieille enveloppe que maman avait gardée. Elle avait un cachet et un nom. François sentit son sang se glacer. « Quel nom ?» demanda-t-il dans un souffle. Élodie plongea ses yeux clairs dans les siens et murmura « Camille Duret ». Un frisson violent le parcourut. Il se sentit vaciller, comme si le sol sous lui venait de se dérober. Camille, sa Camille, avait secrètement aidé cette femme et son enfant sans jamais lui en parler. Des milliers de questions se bousculaient dans son esprit. Pourquoi Camille n'avait-elle rien dit? Pourquoi cet acte de générosité était-il resté un secret? Et surtout, pourquoi Élodie était-elle là, à lui rendre hommage comme si elle la connaissait personnellement? La fillette poursuivit d'une voix plus assurée. J'ai cherché qui elle était. J'ai découvert qu'elle était partie et où elle était enterrée. Alors je suis venu, pour la remercier. François passa une main tremblante sur son visage. Il se sentait submergé par l'émotion, incapable de parler. Élodie le regardait, incertaine. « Vous la connaissiez ?» Il ferma les yeux. Un instant, cherchant à reprendre son souffle. Puis, dans un murmure, il répondit « Camille était ma femme. » Un silence pesant s'installa entre eux. Élodie écarquilla les yeux, stupéfaite. « Votre femme ?» François hocha lentement la tête. Il n'y avait plus de doute. Camille, même après sa mort, continuait d'influencer son existence. Elle l'avait guidé jusqu'à cet enfant. Et désormais, il devait savoir toute la vérité. François resta figé un long moment, son esprit en proie à une tempête d'émotions contradictoires. Camille, sa Camille, avait tendu la main à cette famille sans qu'il n'en sache jamais rien. Pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé de cet enfant? Pourquoi avoir gardé un tel secret? Il observa Élodie, qui se tenait droite malgré sa fragilité apparente. Il y avait dans son regard quelque chose de fort, une résilience qui ne laissait pas indifférent. Une partie de lui voulait lui poser 1000 questions, mais il sentait que ce n'était ni le lieu, ni le moment. « Il se fait tard », dit-il finalement, d'une voix plus calme. « Tu ne devrais pas être ici toute seule. Où vis-tu » La fillette hésita avant de hausser les épaules. « Un peu partout », répondit-elle d'un ton évasif. François comprit immédiatement ce que cela signifiait. Son cœur se serra à cette idée, mais il n'insista pas. « Pas encore. Je reviendrai demain », annonça-t-il alors. Élodie sembla surprise. « Ici ?» Il hocha la tête. « Oui, j'aimerais en savoir plus. » Elle l'observa un instant, comme pour évaluer la sincérité de ses intentions. Puis, sans un mot, elle ramassa son sac et tourna les talons, disparaissant entre les tombes silencieuses du cimetière. François la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle s'éloigne complètement. Lorsqu'elle ne fut plus en vue, il baissa les yeux vers la tombe de Camille. « Mon amour, qu'as-tu fait ?» murmura-t-il. Le vent souffla doucement en guise de réponse. De retour chez lui, François se dirigea presque mécaniquement vers l'ancienne chambre de Camille, restée intacte depuis sa disparition. Il alluma la lampe de chevet et observa les meubles, les cadres, les objets qui lui rappelaient tant de souvenirs. S'il y avait une réponse, elle devait être ici. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, il ouvrit l'armoire, où étaient rangées certaines affaires de Camille.
Il fouilla les tiroirs, les boîtes en carton, les carnets de notes, mais rien ne semblait correspondre à ce qu'il cherchait. Puis, en déplaçant une pile de vieux livres sur l'étagère, du bas, ses doigts frôlèrent quelque chose de dur. Une couverture en cuir usé. Son cœur rata un battement. Il sortit délicatement l'objet et reconnut immédiatement l'écriture fine et élégante de Camille sur la première page. Cahier personnel. Les mains tremblantes, il feuilleta les pages, lisant des bribes de pensée, des souvenirs de leur vie ensemble, jusqu'à ce qu'il tombe sur une mention qui lui fit l'effet d'un coup en plein ventre. « Aujourd'hui, j'ai écrit ma première lettre à Geneviève. Je ne peux pas supporter l'idée qu'une mère et son enfant souffrent ainsi. François ne comprendrait peut-être pas, mais moi, je ne peux pas rester sans rien faire. » Il s'arrêta net, le souffle court. Les pages suivantes confirmaient ce qu'Élodie lui avait raconté. Camille avait envoyé de l'argent anonymement, mois après mois. Elle parlait de Geneviève avec bienveillance, s'inquiétant pour elle et pour sa fille, espérant qu'elle trouverait une vie meilleure. Mais alors qu'il tournait les pages, un détail attira son attention. La dernière entrée, écrite quelques jours seulement avant l'accident fatal de Camille. « Je ne veux plus que ce soit anonyme. J'ai pris ma décision. Je vais enfin rencontrer Geneviève. J'espère qu'elle acceptera de me voir. Je veux lui dire que tout ira bien, que je continuerai à l'aider, quoi qu'il arrive. » François sentit un frisson glacé le parcourir. Sa femme comptait révéler son identité à cette femme et à sa fille, mais elle n'en avait jamais eu l'occasion. L'accident était survenu avant. Ce fut comme un coup de poignard dans son cœur. Camille avait voulu faire bien plus que de simples lettres et de l'argent. Elle voulait être là pour elle. Mais la vie en avait décidé autrement. François referma le journal, le tenant, serré contre lui, comme s'il tenait Camille une dernière fois dans ses bras. Il savait maintenant que cette histoire n'était pas terminée. Il devait retrouver Geneviève, ou du moins comprendre ce qu'il était advenu d'elle. Et surtout, il devait s'occuper d'Élodie. François ne dormit presque pas. Cette nuit-là, il avait passé des heures à relire les pages du journal de Camille, cherchant un indice, un détail qu'il aurait pu manquer. Chaque ligne confirmait l'implication profonde de sa femme dans la vie de Geneviève et d'Élodie. Il se sentait bouleversé, pris entre admiration et tristesse. Au petit matin, il se rendit au bureau de son notaire. Il lui demanda de retrouver toute trace d'une Geneviève et d'une Élodie liées à des dons anonymes ou à d'anciens registres d'aide sociale. Il était un homme puissant, habitué à obtenir ce qu'il voulait, et il espérait que son réseau l'aiderait rapidement à remonter la piste. L'attente lui parut interminable. Il retourna au cimetière comme il l'avait promis, mais Élodie n'était pas là. Il patienta jusqu'à la tombée de la nuit, en vain. 2 jours passèrent avant qu'il ne reçoive enfin un appel. « Monsieur Duret, j'ai trouvé quelque chose. » Son cœur accéléra. « Dites-moi, Geneviève Morel, elle est décédée il y a environ 3 ans. » François ferma les yeux, déjà au courant, mais entendre la confirmation le frappa de plein fouet. « Et l'enfant ?» Un silence s'installa avant que le notaire ne reprenne, d'une voix plus grave. « Légalement, elle n'existe presque pas. Après la mort de sa mère, il semble qu'elle ait été livrée à elle-même. Elle n'a pas été placée dans un foyer officiel, probablement parce que personne ne l'a signalée. Elle a dû survivre seule. » Un poids immense s'abattit sur les épaules de François. Il pensa à cette fillette qu'il avait vue, à son sac usé, à ses vêtements trop grands. Elle avait vécu dans l'ombre, oubliée du monde, alors que Camille avait voulu la protéger. « Il y a autre chose, monsieur », ajouta le notaire. François rouvrit les yeux. « Quoi donc ? Avant de mourir, votre épouse a fait quelque chose d'inhabituel. Elle a constitué un fonds privé, une somme d'argent destinée à une bénéficiaire spécifique. Mais comme elle est décédée avant d'avoir pu officialiser les papiers, la transaction a été gelée et oubliée. » François sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous voulez dire, cet argent était destiné à Geneviève et à sa fille. » Le silence tomba, lourd et oppressant. François s'adossa à son fauteuil, les yeux fixés sur un point invisible. Camille avait prévu tout cela. Elle voulait assurer leur avenir, mais son accident avait tout interrompu, et personne n'avait jamais réclamé cet argent. « Combien y a-t-il » demanda-t-il enfin. « Une somme conséquente, suffisante pour offrir une vie décente à la petite, si on prouve son identité. » François passa une main sur son visage. Il n'était pas question d'argent. Il était question d'une promesse inachevée.
Je vais la retrouver, murmura-t-il. Il retourna au cimetière ce soir-là, espérant revoir Élodie. Il attendit, longtemps, le froid de la nuit s'infiltrant sous son manteau. Puis enfin une silhouette familière apparut entre les tombes. Élodie avançait lentement, son sac toujours serré contre elle. Lorsqu'elle le vit, elle s'arrêta net, visiblement surprise. « Tu es revenu, dit-il doucement. Elle hésita, puis hocha la tête. « J'avais dit que je viendrais. » François s'approcha lentement, choisissant ses mots avec précaution. « Élodie, je sais ce que Camille a fait pour toi et ta maman. » Elle ne répondit pas, mais son regard se fit plus intense. « Et je sais aussi qu'elle voulait continuer à t'aider, mais elle n'en a jamais eu le temps. » Un silence s'installa entre eux. « J'ai retrouvé des traces de ce qu'elle avait prévu pour vous. Elle voulait s'assurer que tu sois protégé. » Élodie détourna légèrement la tête, comme si elle ne voulait pas entendre cela. « Elle n'a pas pu, » répondit-elle d'une voix faible. François sentit une douleur sourde dans sa poitrine. « Non, elle n'a pas pu, » répéta-t-il. « Mais cela ne veut pas dire que tout doit s'arrêter là. » Elle releva lentement les yeux vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il inspira profondément avant de répondre. « Je veux que tu sois en sécurité. » Un éclair de méfiance traversa le visage de la fillette. « Je n'ai pas besoin de votre aide, » murmura-t-elle. François s'y attendait. « Peut-être, mais Camille voulait que je t'aide. » Elle serra les poings. « Je ne suis pas une œuvre de charité. » Il hocha la tête. « Je sais, et ce n'est pas comme ça que je te vois. » Elle resta silencieuse, le fixant avec intensité. Puis, dans un souffle, elle demanda « Pourquoi vous faites ça ?» François sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait pas de réponse, toute faite. Mais il savait une chose. Camille aurait voulu qu'il le fasse. « Parce que je te dois quelque chose », finit-il par dire. Élodie l'observa encore un instant. Puis, elle baissa les yeux et murmura « Alors, qu'est-ce que vous comptez faire ?» François sentit qu'un tournant venait d'être pris. « Te donner ce que Camille voulait pour toi. » Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que d'autres personnes n'avaient aucun intérêt à ce que cette histoire ressurgisse. François savait qu'il devait agir avec prudence. Élodie était une enfant méfiante, forgée par les épreuves, et il ne pouvait pas se contenter de lui proposer son aide de manière frontale. Il devait lui montrer qu'il ne cherchait pas à la prendre en pitié, mais à honorer la promesse inachevée de Camille. Ce soir-là, après son échange avec la fillette, il rentra chez lui avec une idée en tête. Il n'allait pas simplement lui donner l'argent que Camille lui avait laissé, car il savait qu'elle refuserait. Il devait trouver une manière de l'aider sans heurter sa fierté. Le lendemain matin, il retourna au cimetière, espérant revoir Élodie. Mais elle ne vint pas. Il ne fut pas surpris. S'il voulait la revoir, il devait la retrouver lui-même. Grâce aux informations que son notaire lui avait fournies, il savait qu'après la mort de sa mère, Élodie n'avait jamais été officiellement prise en charge par les services sociaux. Cela signifiait qu'elle avait probablement trouvé un moyen de survivre seule, dans l'anonymat des rues de Paris. Il passa la journée à arpenter les quartiers populaires, les ruelles où les sans-abri trouvaient refuge, les marchés où les enfants perdus tentaient parfois de voler un peu de nourriture. Il interrogea des commerçants, des habitués du quartier, mais personne ne semblait connaître une fillette répondant à sa description. La nuit tombait lorsqu'il finit par la retrouver. Elle était assise sous le porche d'un vieil immeuble, serrant son sac contre elle pour se protéger du froid. « Tu es difficile à trouver », lança-t-il doucement en s'approchant. Elle sursauta et le fixa avec surprise avant que son regard ne se durcisse. « Vous m'avez suivi ?»« Non, j'ai cherché. » Elle détourna les yeux. « Pourquoi ?» François s'accroupit à sa hauteur. « Parce que Camille aurait voulu que je le fasse. » Elle ne répondit rien, mais il vit sa mâchoire se contracter légèrement. Il inspira profondément. « Écoute, je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit. Je sais que tu es débrouillarde et je respecte ça. Mais je ne peux pas faire comme si je ne savais rien. » Elle resta silencieuse. « Alors voilà ce que je te propose, » continua-t-il. « Pas de charité, pas de pitié, juste une opportunité. » Élodie haussa un sourcil, visiblement intriguée malgré elle. « Quelle opportunité ? J'ai besoin d'aide pour m'occuper de la maison. Quelqu'un pour m'accompagner dans certaines tâches, pour veiller sur les choses que Camille aimait. Ce n'est pas un cadeau, c'est un travail. Tu seras payé. » Elle plissa les yeux. « Un travail ? » ?»« Oui, avec un vrai salaire, un endroit où dormir et de quoi manger. »
Elle le fixa longuement, tentant de déceler une faille dans son discours. « Pourquoi vous feriez ça ?»« Parce que ça m'aiderait aussi, » répondit-il sincèrement. Le silence s'étira entre eux. Puis, enfin, Élodie souffla « D'accord ». Un léger soulagement envahit François. Ce n'était qu'un premier pas, mais c'était déjà une victoire. Les jours suivants furent une étrange transition. Élodie s'installa dans une petite chambre d'amis chez François, refusant tout luxe excessif, acceptant seulement le strict nécessaire. Elle travaillait comme promis, l'aidant à ranger certaines affaires de Camille, à entretenir le jardin qu'elle aimait tant. Mais il voyait bien qu'elle restait sur ses gardes, prête à fuir à la moindre menace. Et cette menace ne tarda pas à apparaître. Un après-midi, alors qu'il réglait des formalités avec son notaire concernant le fonds laissé par Camille, François reçut un appel inattendu. « Monsieur Duret, nous avons un problème. » « Quel problème ? Quelqu'un a découvert que vous tentiez de récupérer la somme destinée à la petite. » François sentit un frisson d'inquiétude. « Qui ?» Le notaire hésita avant de répondre. « Un homme du nom d'Antoine Lambert. » Le nom fit l'effet d'un coup de tonnerre dans son esprit. Antoine Lambert était un vieil ennemi, de la famille Duret. Un homme influent, avide, qui avait toujours cherché à nuire à son père dans les affaires et qui visiblement n'avait pas oublié cette rivalité. Mais pourquoi s'intéressait-il à Élodie? Il prétend que la fillette n'a aucun droit sur cet argent et que l'héritage de votre épouse doit être intégralement reversé à votre patrimoine. François sentit sa mâchoire se contracter. Il n'a aucun droit sur cette affaire. Peut-être, mais il a des appuis et il a déjà entamé des démarches pour bloquer la transaction. François raccrocha, les nerfs à vif. Il comprenait. Maintenant, Lambert n'était pas seulement intéressé par l'argent. Il voulait l'empêcher d'aider Élodie. Pourquoi? Il devait le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. François savait que s'il voulait protéger Élodie, il devait agir vite. Antoine Lambert n'était pas un homme à prendre à la légère. Il avait passé des années à manœuvrer dans l'ombre, accumulant pouvoir et influence, et s'il s'intéressait soudainement à cette affaire, c'est qu'il avait un but précis. Mais pourquoi? Pourquoi cet intérêt pour une somme d'argent qui ne le concernait en rien? François passa une main nerveuse sur son visage. Il devait en apprendre plus. Ce soir-là, il rentra chez lui plus tard que d'habitude. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Élodie assise sur le fauteuil du salon feuilletant distraitement un vieux livre. « Tu rentres tard », fit-elle remarquer sans lever les yeux. « J'avais des choses à régler », répondit-il en retirant son manteau. Elle referma le livre et le posa sur la table. « C'est à cause de l'argent, n'est-ce pas ?» François marqua un temps d'arrêt. « Qui t'a parlé de ça ?» Élodie haussa légèrement les épaules. « J'ai entendu ta conversation au téléphone. » Il la regarda un instant, surpris par son calme. « Oui, admit-il finalement. Il y a un problème. »« Quel genre de problème ?» François hésita. Il ne voulait pas l'inquiéter inutilement, mais il savait aussi qu'Élodie n'était pas une enfant comme les autres. Elle avait grandi trop vite, et lui cacher la vérité ne ferait que l'éloigner. Un homme essaie d'empêcher que tu reçoives l'héritage que Camille t'a laissé. Elle fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? C'est ce que j'essaie de comprendre. Un silence s'installa entre eux. Puis, à la grande surprise de François, Élodie se mit à rire doucement. C'est ironique, non? Il haussa un sourcil. Quoi donc? Toute ma vie, je n'ai rien eu. Et maintenant qu'on veut me donner quelque chose, quelqu'un essaie de me l'enlever. François sentit un pincement au cœur. Je ne laisserai pas faire, assura-t-il. Elle le fixa un instant comme pour évaluer la sincérité de ses mots, puis hocha la tête lentement. Je sais. Le lendemain matin, François reçut un appel de son notaire. J'ai du nouveau. Je vous écoute. Lambert n'agit pas seul. Il a utilisé ses contacts pour découvrir les détails de la somme que votre épouse avait réservée. Mais ce n'est pas tout. François sentit son souffle se bloquer. Quoi d'autre? Officiellement, Élodie n'a jamais été reconnue comme ayant droit à cet argent. Comme les papiers n'ont pas été finalisés avant la mort de votre épouse, la somme est restée en suspens. Lambert prétend qu'elle doit revenir à la famille Duret, et donc à vous. François serra le poing. Je ne veux pas de cet argent. Je sais, mais Lambert soutient que si vous le refusez, alors il doit être reversé à une œuvre caritative, sous son contrôle. Le sang de François ne fit qu'un tour. Voilà pourquoi il s'acharne. Il veut mettre la main dessus. Exactement. Et il a déjà déposé un recours auprès du tribunal pour bloquer toute tentative de transfert vers Élodie. François prit une inspiration profonde.
Il y a un moyen de contourner ça. Le notaire hésita. Techniquement, oui. Si vous obtenez la garde légale d'Élodie, alors vous pourriez agir en son nom et récupérer l'argent pour elle. François resta silencieux. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité. Mais ce ne sera pas simple, reprit le notaire. Son dossier est incomplet. Et si Lambert décide de vous mettre des bâtons dans les roues, il pourrait convaincre un juge que la meilleure solution pour elle est d'être placée dans un foyer. Un frisson d'inquiétude traversa François. Un foyer? Oui, et dans ce cas, elle perdrait tout contrôle sur l'héritage. François sentit la colère monter en lui. Je ne laisserai pas ça arriver. Alors vous savez ce que vous avez à faire. Il raccrocha, son esprit en pleine ébullition. Il devait prendre une décision, et vite. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble, François observa Élodie avec plus d'attention. Malgré son air détendu, il savait qu'elle comprenait que quelque chose se tramait. « Il y a une solution, dit-il enfin. » Elle releva la tête. « Laquelle ? Si je deviens ton tuteur légal, Lambert ne pourra rien faire. » Élodie resta silencieuse, ses doigts jouant nerveusement avec sa fourchette. « Ça veut dire quoi exactement ? » « Que je serai responsable de toi. Que tu ne risquerais plus d'être envoyé dans un foyer. » Elle baissa les yeux. « Et moi j'aurais mon mot à dire ? » ?»« Évidemment. » Un silence tendu s'installa. « Tu es libre de refuser, Élodie, » ajouta-t-il doucement. Elle releva enfin la tête et plongea son regard dans le sien. « Je peux y réfléchir ? » ?»« Autant que tu veux. » Elle hocha lentement la tête, puis reprit son repas en silence. Mais François savait qu'une tempête se préparait et que Lambert ne tarderait pas à frapper. François savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Lambert avait trop d'influence pour être ignoré. Et si Élodie ne prenait pas rapidement une décision, elle risquait d'être envoyée dans un foyer où elle n'aurait plus aucun contrôle sur son avenir. Il la laissa tranquille pendant quelques jours, lui donnant l'espace dont elle avait besoin pour réfléchir. Mais au fond de lui, il craignait qu'elle ne refuse. Elle était farouchement indépendante, et même s'il comprenait pourquoi, il savait aussi que son avenir était en jeu. Et puis un matin, tout bascula. Il était dans son bureau, plongé dans des documents concernant la succession de Camille, lorsqu'un coup à la porte interrompit ses pensées. Avant qu'il ne puisse répondre, Élodie entra. « J'accepte. » François leva immédiatement les yeux vers elle. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête. « Mais j'ai une condition. » Il s'attendait à ce qu'elle dise cela. « Je t'écoute. Je ne veux pas que tu me traites comme une enfant qu'on adopte par pitié. » François sentit un pincement au cœur. « Ce n'est pas pour ça que je fais ça. Alors, je veux que ce soit clair. Je ne suis pas une Duret. Je suis juste Élodie. » Il hocha lentement la tête. « D'accord. » Elle le fixa encore, un instant, puis hocha la tête avant de quitter la pièce aussi brusquement qu'elle était entrée. François sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait qu'elle n'était pas prête à lui faire confiance totalement, mais au moins, elle avait accepté sa protection. Mais leur répit fut de courte durée. L'après-midi même, François reçut un appel du notaire. « Lambert a accéléré les choses », annonça-t-il sans préambule. « Que voulez-vous dire ?»« Il a déposé une requête pour que la fillette soit placée immédiatement sous la protection de l'État. Il prétend que vous cherchez à manipuler la situation pour vous approprier l'argent. » François sentit une colère froide monter en lui. « C'est absurde. Peut-être, mais il a des alliés puissants. Le tribunal a accepté d'examiner son dossier en urgence. Une audience aura lieu dans 3 jours. 3 jours, c'était tout ce qu'il lui restait pour prouver qu'Élodie devait rester avec lui. Mais il ne s'attendait pas à ce que la clé du mystère vienne d'ailleurs. Le soir même, alors qu'il cherchait un moyen de contrer Lambert, François reçut une visite inattendue. Une femme d'âge moyen, aux traits marqués par la fatigue et l'inquiétude, se présenta à sa porte. « Vous êtes bien François Duret ?» demanda-t-elle, hésitante. « Oui. » Elle jeta un regard autour d'elle, comme si elle craignait d'être suivie. « Je dois vous parler de la petite. » Le cœur de François s'accéléra. « Élodie, vous la connaissez ?»« Je connaissais sa mère, Geneviève. » François la fit immédiatement entrer et l'invita à s'asseoir. « Qui êtes-vous ?»« Mon nom est Marie Lemoine. J'étais une amie de Geneviève, du temps où elle travaillait encore. » François s'assit en face d'elle, son esprit en alerte. « Que savez-vous sur elle ?» Marie prit une profonde inspiration avant de répondre « Je sais pourquoi Lambert veut empêcher cet enfant d'obtenir son héritage. » François se tendit. « Pourquoi ?» Marie sortit un vieux papier de son sac et le posa devant lui.
Parce que Geneviève n'était pas une simple inconnue. François déplia le document et sentit son sang se glacer. Sous ses yeux se trouvait un certificat de naissance, celui d'Élodie. Et ce qu'il lut lui coupa le souffle. Nom du père, Antoine Lambert. François sentit son estomac se nouer. Ce n'est pas possible. Marie hocha la tête. Lambert a eu une liaison avec Geneviève des années avant son mariage. Lorsqu'elle est tombée enceinte, il l'a abandonnée. Il ne voulait pas d'un enfant illégitime qui pourrait lui causer des problèmes. Geneviève n'a jamais cherché à le contacter. Mais aujourd'hui, il sait qu'Élodie est sa fille. François sentit une rage froide l'envahir. Il ne veut pas l'aider. Il veut juste s'assurer qu'elle ne puisse jamais prouver qu'elle est liée à lui. Marie acquiesça. Exactement. S'il l'efface du système, il n'y aura plus de traces de sa naissance. François se leva brusquement. Cet homme ne l'a jamais reconnue. Il n'a aucun droit sur elle. Mais il a du pouvoir. Et il est prêt à tout pour protéger sa réputation. François sentit une détermination farouche s'emparer de lui. Alors je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas l'effacer. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Élodie. Il s'agissait de lui rendre justice. François tenait le certificat de naissance entre ses doigts tremblants. La révélation était brutale, mais elle expliquait tout. Lambert ne cherchait pas seulement à bloquer l'héritage d'Élodie. Il voulait la faire disparaître administrativement, effacer toute preuve de son existence. Il n'avait jamais voulu d'elle, et aujourd'hui encore, il préférait la réduire au silence plutôt que d'admettre qu'elle était son enfant. Mais François n'allait pas le laisser faire. Il releva les yeux vers Marie. « Vous êtes certaine que Lambert n'a jamais reconnu Élodie officiellement ?» Elle hocha la tête. « Non, jamais. Geneviève m'a dit qu'il lui avait tourné le dos dès qu'il avait su qu'elle était enceinte. Il n'a jamais voulu assumer. » François sentit un léger soulagement. Cela signifiait que Lambert n'avait aucun droit légal sur Élodie. Mais cela ne suffisait pas à la protéger. Il avait des alliés puissants, des moyens de faire pression sur la justice. Il devait trouver un moyen de prendre le contrôle de la situation avant lui. Le lendemain matin, François contacta immédiatement son notaire et son avocat. « Nous devons prouver qu'Élodie est la seule héritière légitime de l'argent laissé par Camille », annonça-t-il d'un ton déterminé. L'avocat, un homme d'âge mûr à l'air sévère, fronça les sourcils. « Techniquement, elle ne l'est pas. L'argent n'a jamais été officiellement attribué à son nom. Mais Camille avait fait le nécessaire pour que ce soit le cas. » Le notaire hocha la tête. « Oui, mais sans document signé, la loi reste du côté de Lambert. » François inspira profondément. « Alors, nous allons changer ça. » Il posa le certificat de naissance sur la table. « Voici la preuve que Lambert est son père biologique. » L'avocat prit le document, le parcourut du regard et se figea. « Vous voulez utiliser ça contre lui ?» Il essaie de la faire disparaître. S'il gagne, Élodie sera envoyée dans un foyer et perdra tout droit sur cet argent. Mais si nous prouvons qu'il agit par intérêt personnel, nous pouvons le discréditer. Le notaire hocha lentement la tête. C'est risqué. Lambert est puissant. François croisa les bras. Et moi aussi. Un silence s'installa dans la pièce. L'avocat réfléchit un instant, puis acquiesça. Très bien. Nous allons préparer un dossier de reconnaissance de tutelle en urgence. Mais vous devez être conscient d'une chose. Lambert ne se laissera pas faire. François s'y attendait. Qu'il essaie. Je suis prêt. De retour chez lui, il trouva Élodie assise sur les marches du perron, le regard perdu dans le vide. « Je t'ai cherché » lança-t-elle en relevant la tête. François s'arrêta devant elle. « J'avais des choses à régler. » Elle plissa les yeux. « Ça a un rapport avec lui, pas vrai ?» François hésita, puis hocha la tête. « Oui. » Elle détourna le regard visiblement tendu. « Il veut me faire disparaître. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Il n'y arrivera pas, » répondit François avec fermeté. Élodie croisa les bras. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Il s'assit à côté d'elle. « Je vais obtenir ta tutelle légale. » Elle resta silencieuse. « Et si je refuse ?» murmura-t-elle. « Tu seras placé dans un foyer, et Lambert gagnera. » Elle serra les poings. « Alors, je n'ai pas vraiment le choix. » « Pas si tu veux être libre. » Un silence pesant s'installa entre eux. Puis, dans un souffle, elle demanda « Tu fais ça pour moi ou pour Camille ?» François sentit son cœur se serrer. « Pour vous deux. » Elle tourna lentement la tête vers lui, le scrutant avec intensité. « D'accord, finit-elle par dire. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre.
Mais il savait que la bataille ne faisait que commencer. Le jour de l'audience, François arriva au tribunal, accompagné d'Élodie, de son avocat et du notaire. Lambert était déjà là, entouré de ses propres avocats. Lorsqu'il croisa le regard de François, un sourire froid étira ses lèvres. « Tu es toujours aussi obstiné, Duret », lança-t-il d'une voix mielleuse. « Et toi, toujours aussi lâche », répliqua François calmement. Le sourire de Lambert s'effaça légèrement. Ils prirent place et l'audience commença. L'avocat de Lambert prit la parole en premier, argumentant que l'héritage de Camille n'avait jamais été attribué à Élodie et que François tentait d'en faire sa pupille uniquement pour des raisons financières. « Monsieur Duret n'a aucun lien avec cet enfant », déclara l'avocat avec assurance. « Rien ne prouve qu'elle ait jamais été connue de son épouse avant son décès. » François resta silencieux, attendant son moment. Puis son propre avocat se leva. « Nous avons une preuve qui change tout. » Il posa le certificat de naissance d'Élodie sur la table du juge. Un murmure parcourut la salle. Lambert devint livide. « Monsieur Lambert est le père biologique de cet enfant », annonça l'avocat. Le juge fronça les sourcils et examina le document. « Monsieur Lambert, pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information ?» Lambert serra la mâchoire. « C'est ridicule. » « Alors, vous refusez de faire un test ADN ?» Un silence s'abattit dans la salle. François vit les muscles du visage de Lambert se contracter. « Je n'ai pas besoin de me soumettre à ce cirque. » Le juge hocha lentement la tête. « Votre refus sera pris en compte. » François se pencha légèrement en avant. « Monsieur Lambert a tout fait pour cacher cette vérité. Il ne cherche pas à protéger cet enfant, mais à la faire disparaître pour ne pas ternir son image. » Le juge observa les deux hommes avec attention. Puis, après un instant de silence, il déclara « Compte tenu des éléments apportés et de l'absence de reconnaissance légale de la part de Monsieur Lambert, la demande de tutelle de Monsieur Duret est recevable. » Lambert se leva brusquement. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Le juge lui adressa un regard sévère. « C'est la loi, Monsieur Lambert. » François tourna la tête vers Élodie. Elle le regardait silencieuse, mais dans ses yeux brillait une lueur qu'il n'y avait jamais vue auparavant, un espoir. La salle d'audience était encore plongée dans un silence pesant lorsque le juge confirma la décision. Antoine Lambert, livide, restait figé sur place, incapable d'accepter sa défaite. François, quant à lui, ressentit un mélange de soulagement et de détermination. La bataille n'était peut-être pas terminée, mais il venait de remporter une victoire essentielle. Élodie, assise à ses côtés, gardait les bras croisés comme si elle ne voulait pas montrer ce qu'elle ressentait vraiment. Mais François perçut le léger tremblement de ses doigts et l'éclat furtif dans son regard. Elle venait de comprendre qu'elle n'était plus seule. Lambert se leva brusquement et quitta la salle, ses avocats sur ses talons. François ne le suivit pas du regard. Il n'avait plus d'importance. L'avocat de François se tourna vers lui. « Vous avez la tutelle temporaire d'Élodie, mais il y aura un suivi des services sociaux. » François hocha la tête. « Je m'y attendais. La prochaine étape sera de décider si vous souhaitez formaliser une adoption. » Il sentit Élodie se raidir à côté de lui. Il baissa les yeux vers elle et lui adressa un regard interrogatif. « On a le temps d'y penser, dit-il simplement. » Elle sembla hésiter, puis hocha imperceptiblement la tête. Sur le chemin du retour, ils marchèrent en silence dans les rues de Paris. La nuit était tombée, et l'air frais portait l'odeur du bitume humide et des lumières de la ville. « Tu es libre maintenant », dit François après un long moment. Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle regardait les passants, les vitrines illuminées, la vie autour d'elle qui continuait comme si rien ne s'était passé. « Libre » répéta-t-elle. François observa son profil. Il savait qu'elle avait encore du mal à croire à tout cela. « Je ne t'impose rien, Élodie. » Elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi tu fais tout ça ?» Il prit une inspiration. « Parce que Camille l'aurait voulu. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Et toi ?» François hésita, puis répondit avec sincérité. « Moi aussi. » Un silence s'installa entre eux. Puis Élodie détourna le regard. « Je ne sais pas comment être dans une famille. » François sourit doucement. « Moi non plus, avoua-t-il. » Elle eut un léger rire, presque imperceptible. « On est bien avancé, alors. On peut apprendre. » Elle haussa les épaules et reprit sa marche. François la suivit, comprenant que même si elle n'était pas prête à l'admettre, une partie d'elle voulait essayer. Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation pour eux deux. Élodie avait désormais une chambre à elle.
des vêtements neufs qu'elle rechignait à porter, une routine à laquelle elle n'était pas habituée. François, de son côté, devait apprendre à vivre avec la présence d'une enfant dans sa maison silencieuse, à répondre à des questions auxquelles il n'était pas préparé, à offrir un cadre sans l'imposer. Peu à peu, une sorte d'équilibre se créa. Mais un soir, alors qu'il rangeait quelques affaires dans le grenier, il tomba sur une vieille boîte de souvenirs de Camille. À l'intérieur, entre des lettres et des photos, il trouva une enveloppe jaunie adressée à lui. Son cœur manqua un battement. Il ouvrit doucement l'enveloppe et reconnut immédiatement l'écriture de Camille. « François, si tu lis cette lettre, c'est que la vie a pris un chemin que je n'avais pas prévu. Je n'ai jamais eu l'occasion de te parler de Geneviève et de sa fille. J'aurais dû, mais j'avais peur que tu ne comprennes pas pourquoi. Je faisais tout cela. Je l'ai fait parce que j'ai vu dans leurs yeux ce que j'aurais pu être si ma vie avait été différente. Parce que je crois que nous sommes responsables les uns des autres. Si, un jour, tu rencontres cet enfant, prends soin d'elle. Je sais que tu le feras, parce que malgré tout ce que tu crois, François, tu as un cœur plus grand que tu ne l'admets. Ne reste pas seul. Le monde a encore besoin de toi. Avec tout mon amour, Camille. » Les mots lui brûlèrent la gorge. Camille avait su. Elle avait toujours su qu'il trouverait Élodie. Il referma la lettre avec une émotion silencieuse, et cette nuit-là, il prit sa décision. Le lendemain matin, lorsqu'Élodie descendit pour le petit déjeuner, il était déjà assis à la table, une tasse de café entre les mains. Elle s'arrêta, méfiante. « Quoi ?» Il posa la tasse et la regarda avec calme. « Je veux t'adopter. » Elle resta figée. « Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, » ajouta-t-il. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Il savait qu'elle était terrifiée par cette idée, mais il savait aussi qu'elle avait enfin un choix, et qu'elle seule pouvait décider de son avenir. Le silence qui suivit l'annonce de François sembla s'étirer à l'infini. Élodie le fixait, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle cherchait une réponse qui refusait de venir. « Tu veux m'adopter » finit-elle par répéter, comme si elle doutait d'avoir bien entendu. François hocha lentement la tête. « Oui. » Elle détourna les yeux, secouant légèrement la tête. « C'est insensé. »« Pourquoi ?»« Parce que ça n'a pas de sens, » lança-t-elle, la voix légèrement tremblante. « On ne devient pas une famille du jour au lendemain. » François s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Non, mais on peut essayer. » Elle croisa les bras, le regard fuyant. « Pourquoi tu veux faire ça? Tu as déjà fait tout ce qu'il fallait. Tu m'as protégé de Lambert. Je peux partir maintenant. »« Et tu irais où ?» Elle se mordit la lèvre, incapable de répondre. François inspira profondément. « Je sais que c'est effrayant, Élodie, mais tu n'es pas obligée d'être seule. » Elle resta silencieuse, le regard baissé sur la table. « Réfléchis-y, » dit-il doucement. « C'est tout ce que je te demande. » Puis il se leva et quitta la pièce, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. Les jours suivants, Élodie évita soigneusement le sujet. Elle continuait à vivre chez lui, à suivre leur routine, mais quelque chose en elle semblait perturbée. François ne la pressa pas. Il savait que cette décision devait venir d'elle seule. Puis, un matin, une surprise inattendue changea tout. Alors qu'il prenait son café, il reçut un appel du bureau du notaire. « Monsieur Duret, nous avons retrouvé quelque chose dans les archives du cimetière. »« Quoi donc ?»« Une lettre de votre épouse. » François sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. « Où l'avez-vous trouvée ?»« Elle était dans les registres des dons anonymes. Il semble que Camille l'ait écrite peu avant son décès, mais elle n'a jamais été envoyée. » François raccrocha et se rendit immédiatement au bureau du notaire. Lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, il reconnut immédiatement l'écriture délicate de Camille. À celui qui lira ces mots, « Si je ne suis plus là lorsque cette lettre sera trouvée, alors j'espère qu'elle arrivera entre de bonnes mains. Il y a une petite fille qui, sans le savoir, a changé ma vision du monde. Elle s'appelle Élodie. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais elle et sa mère ont occupé mes pensées plus que je ne pourrais l'expliquer. J'aurais aimé avoir le temps de faire plus pour elle. Si vous lisez ceci et que vous avez le pouvoir d'aider cet enfant, faites-le, parce que l'amour que nous donnons ne disparaît jamais. Il continue de vivre dans ceux à qui nous avons tendu la main. » François sentit une boule se former dans sa gorge. Camille lui parlait même après sa mort. Il replia soigneusement la lettre et rentra chez lui. Lorsqu'il trouva Élodie dans le jardin, assise sous un arbre, il s'approcha et s'assit à côté d'elle.
« J'ai quelque chose pour toi », dit-il doucement. Elle le regarda avec méfiance. Il lui tendit la lettre. Elle hésita, puis la prit et commença à lire. François observa son visage changer à mesure que les mots de Camille s'imprimaient en elle. Lorsqu'elle termina, ses mains tremblaient légèrement. « C'est elle qui a écrit ça ?»« Oui. » Élodie serra la lettre contre elle, les yeux brillants d'émotion. Puis elle tourna lentement la tête vers lui. Elle voulait que quelqu'un s'occupe de moi. « Oui. » Un silence s'installa. Puis, dans un souffle à peine audible, elle demanda « Si elle était là, tu crois qu'elle m'aurait adopté ?» François sentit son cœur se serrer. « Je crois qu'elle t'aimait déjà, même sans te connaître. » Elle baissa la tête, luttant visiblement contre un flot d'émotions trop fort. Puis elle inspira profondément et murmura « D'accord. » François fronça légèrement les sourcils. « D'accord ?» Elle releva les yeux vers lui. « D'accord pour l'adoption. » Un mélange de soulagement et de tendresse l'envahit. Il posa doucement une main sur son épaule. « Merci, Élodie. » Elle détourna les yeux, mais un léger sourire se dessina sur son visage. Camille avait eu raison. L'amour qu'on donne ne disparaît jamais. Il trouve toujours un chemin pour revenir. Les démarches administratives furent longues, mais François s'y consacra avec une détermination inébranlable. Élodie, bien qu'encore méfiante, se laissa peu à peu porter par cette nouvelle réalité. Elle n'était plus seule. Les jour où l'adoption fut officiellement validée, ils sortirent du tribunal sans grande cérémonie. François n'était pas du genre à montrer ses émotions, et Élodie, fidèle à elle-même, resta silencieuse. Mais alors qu'ils marchaient, côte à côte, elle glissa discrètement sa main dans la sienne. Il ne fit aucun commentaire. Il serra simplement ses doigts avec douceur. Quelques semaines plus tard, François proposa une dernière visite au cimetière. Élodie hésita d'abord, mais finit par accepter. Ils marchèrent ensemble parmi les tombes silencieuses jusqu'à celle de Camille. François déposa un bouquet de lys blanc, comme il le faisait toujours. Élodie, quant à elle, sortit quelque chose de son sac, une lettre soigneusement pliée. Sans un mot, elle la posa sur la pierre tombale. François sentit son cœur se serrer. Ils restèrent là quelques minutes, sans parler. Puis Élodie souffla doucement. « Tu crois qu'elle serait fière de nous ?» François sentit un frisson parcourir son dos. Il posa une main sur son épaule. « Je crois qu'elle savait déjà qu'on arriverait là. » Un vent léger souffla à travers le cimetière, faisant danser les feuilles mortes autour d'eux. Un murmure silencieux de gratitude. Alors, main dans la main, ils tournèrent le dos au passé et quittèrent le cimetière. Ensemble, unis, prêts pour un nouveau départ.